Avant de démarrer cette vidéo, petit message de youtubeur, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre un petit like sur la vidéo, si elle vous a plu bien sûr. Même si elle vous a pas plu, hein, soyez solidaires les mecs. Voilà, et pour montrer un peu d'exposition et un petit peu de... et être au courant que quand je poste quelque chose, qui c'est pas tout le temps, hein, donc profitez-en quand j'en poste des vidéos. Elles sont toujours de très bonne qualité, n'est-ce pas? C'est de l'artisanat comme vous le savez. Et voilà, je vous embrasse. Merci les gars. Aujourd'hui, on vous parle d'un livre qui s'appelle L'enfant autiste, stratégie d'intervention psychoéducative à la nouvelle édition. C'est un livre qui a été publié par les collections du CHU Sainte-Justine pour les parents. Donc c'est un livre qui est un collectif de psychoéducatrices chevronnées. Suzanne Minot, Audrey Duquette, Katia Elkoubi, Claudine Jacques, Anne Ménard, Pamela André-Néret, Sylvie Pelletier et Gitza Thermidor. Donc ensemble, elles ont tiré le parti de leurs nombreuses années d'expérience professionnelle, évaluation et intervention auprès d'enfants autistes, mais aussi auprès des parents. Et ils ont essayé à travers ce bouquin de déterminer des stratégies d'intervention pour essayer d'aider et les parents et les enfants à mieux vivre la situation d'autisme. C'est un livre qui fait une centaine de pages, un peu plus, 150, mais il y a des exercices pratiques dedans et tout, donc on va dire une centaine de pages à lire. Et c'est un livre qui date de 2013, donc c'est un livre qui est assez récent quand même si il y a beaucoup d'études qui sont réalisées sur les autistes en permanence ces dernières années, et donc la recherche avance vite. Là, on va le dire, hein, c'est des gens qui font de l'étude clinique, c'est-à-dire qui travaillent avec les autistes à plein temps et qui nous racontent leur vécu, leur expérience, et qui font un petit rétex sur des bonnes stratégies d'intervention pour les autistes. On y va! Alors les auteurs de ce livre, il y en a plein, je l'ai dit, c'est des psychos... c'est quoi qu'on a appelé ça comment? Psychoéducatrices, voilà, chevronnées, même ils disent dans l'encart en derrière. Donc voilà, on va rapidement rappeler, mais globalement c'est des gens qui sont, alors ça se passe au Canada, donc c'est des gens qui sont issus de l'université de Montréal, de Sherbrooke. Voilà, je passe les détails parce qu'elles sont nombreuses, mais c'est beaucoup de gens de l'université de Montréal et de Sherbrooke en gros, voilà, c'est que ça. Et c'est beaucoup de gens qui travaillent sur les troubles envahissants du développement chez les enfants âgés de 0 à 5 ans. Voilà. Ils font de la guidance parentale, ils s'occupent de ça. Donc une équipe, je dirais, sérieuse de gens qui sont dans la pratique, qui sont entre guillemets au quotidien confrontés au comportement spécifique des autistes, et qui travaillent à améliorer les conditions de vie, les conditions, je dirais, de relations sociales, puisque on va le voir, c'est un trouble du développement qui affecte en particulier les relations sociales, d'enfants, pour essayer de les rapatrier dans un environnement plus classique, dans le cadre de conventions sociales plus répandues. Voilà, pour essayer de dire les choses de manière correcte. Donc voilà, je sais pas quoi d'autre dire. C'est que des femmes, apparemment. Donc ouais, c'est que des femmes. Donc c'est aussi intéressant. Voilà, c'est que des femmes qui ont participé à ce livre. Donc livre féministe quelque part. Alors pourquoi lire ce livre? Très bonne question. Alors la première raison, et la raison principale, c'est que ma femme est versée là-dedans. Elle travaille, elle aussi, elle a travaillé pendant longtemps avec des autistes, pendant plusieurs années dans un hôpital, dans une équipe pluridisciplinaire, exactement comme le cas se présente ici. Et donc elle se documente énormément là-dessus. Donc ça, c'est un des livres qu'elle a dans la bibliothèque. Je vous cache pas qu'on en a quelques-uns. Mais celui-ci, je l'ai pris parce que je pense qu'elle me l'a recommandé. Elle m'a dit ça, c'est pas mal si tu veux faire une petite vidéo sur ce genre de sujet. Et aussi parce que... on va se le dire, c'est pas trop gros. Voilà, c'était une centaine de pages. Donc voilà, on lit ce livre et ça nous permet de voir un peu les problèmes qu'on peut rencontrer quand on a un enfant autiste, et surtout quelles solutions on peut essayer de mettre en place
à la maison, puisqu'on est toujours accompagné dans les hôpitaux, mais il faut pouvoir aussi répercuter, et dans la continuité du travail à l'hôpital, il y a un travail à la maison qui est à faire, et ça va nous donner quelques idées, et peut-être ça va nous ouvrir les yeux aussi sur ce que sont les enfants autistes, et comment ils vivent, et comment les considérer. Voilà. Alors quel est l'objectif de ce livre ? L'objectif de ce livre, c'est d'aider les parents avec des enfants de 0 à 5 ans pour donner des conseils à court terme. Donc dans le livre, en fait, il présente des conseils pour gérer et pour chercher à donner aux parents les compétences pour parfaire et compléter l'éducation des enfants qui seraient autistes. Donc globalement, le livre, en fait, il va s'adresser pas à d'autres docteurs, pas à d'autres personnels de l'hôpital, mais vraiment, c'est ce que je disais juste avant, dans la continuité du travail de l'hôpital, voilà ce qu'on peut mettre en place à la maison pour pouvoir gérer des enfants autistes. Voilà, donc c'est vraiment une approche psycho-éducative globale qui est proposée dans ce livre. On va rentrer un peu dans le détail, mais on va essayer de définir ce que sont les TED ou les TSA, c'est-à-dire les troubles du spectre autistique. C'est comme ça qu'on les appelle maintenant. On dit plus exactement autisme, c'est un trouble du spectre autistique, si ma mémoire est bonne, voilà. Ou de l'autisme, il y a écrit là. Mais bon, voilà, on peut dire ça. Alors, les TED, ce sont les troubles neurodéveloppementaux qui se caractérisent par une altération des interactions sociales et de communication, qui se caractérisent également par des comportements stéréotypés et aussi des intérêts restreints. Donc en gros, c'est des gens qui ont du mal à communiquer, qui ont des comportements un peu rigides et qui ne s'intéressent à pas grand-chose. Dans le trouble du spectre de l'autisme, le TSA, on regroupe autisme, Asperger et le trouble envahissant du développement non spécifié. Voilà. Donc les troubles neurodéveloppementaux, c'est les troubles du spectre autistique plus 2 autres groupes. Voilà, donc en fait on a le trouble du spectre, le TED, le trouble le trouble neurodéveloppementaux, et ensuite on a à l'intérieur de ça le TSA, le trouble du spectre autistique. Voilà, et c'est voilà, il y a une catégorisation. On évalue à 60-70 enfants pour 10 000, les enfants avec un trouble neurodéveloppementaux, et à 20 pour 10 000, ceux avec le TSA. Donc en gros, les gens avec un trouble du spectre autistique, c'est 0,002% des gens. On voit aussi qu'il y a beaucoup plus de garçons, c'est 4 à 5 fois plus de garçons que de filles. Et enfin, il y a un niveau d'intelligence qui est variable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre le TSA, avoir un TSA, et être plus ou moins intelligent. Donc en gros, par rapport à Rainman, c'est pour ceux qui ont la ref, on n'est plus exactement, voilà, on a élargi on ratisse plus large maintenant, et que le modèle qu'on avait dans Rainman. Si on doit un peu détailler, alors l'autisme, ça se caractérise par une altération qualitative des interactions sociales et de communication. Ça se caractérise également par des comportements stéréotypés et des intérêts restreints, je l'ai dit juste avant. Souvent, on pense que ça doit commencer avant les 3 ans. En fait, les autistes, ils ont un fonctionnement cognitif qui est particulier et atypique, et qui va se centrer sur la perception, donc sur l'auditif, l'olfactif, le gustatif, le sensoriel. Alors que chez les gens typiques, comme on dit, c'est-à-dire vous et moi, ou la plupart des gens qui vont écouter cette vidéo, en fait, on traite l'information, et elle est traitée avec des opérations complexes. On analyse l'auditif, l'olfactif, et on les met en lien. Donc, souvent, les parents d'enfants autistes rapportent des comportements stéréotypés assez tôt. Hypersensibilité ou hyposensibilité, au son, au goût, au toucher, voilà. Des postures étranges, des mouvements répétitifs ou une attention visuelle instable. C'est en lien aussi avec le désintérêt pour les personnes. Comme je disais, il y a une altération qualitative des interactions sociales, et ça se manifeste assez tôt. Quand on montre, on fait des études sur les bébés autistes,
on se rend compte qu'ils sont souvent un peu désintéressés, un peu moins réactifs à l'environnement. Voilà, il y a même des études qui ont montré que les régions du cerveau chez les autistes sollicitées par la reconnaissance faciale sont moins actives chez les autistes que chez les personnes typiques. Alors souvent pour diagnostiquer un autiste, c'est le comportement stéréotypé qui aura valeur de diagnostic. C'est-à-dire qu'on va après avoir repéré des comportements particuliers, on va tendre vers un diagnostic de l'autisme. Alors ça se caractérise aussi par un retard du langage. Donc quand le langage émerge, le langage vocal, pour l'enfant autiste, il a souvent du mal à le comprendre. Il a du mal à associer les mots à des images mentales. Et étant donné que la communication sociale lui demande déjà beaucoup d'efforts, souvent il préfère ne pas trop communiquer et faire les choses de lui-même ou tout simplement abandonner les demandes. Donc effectivement, on a souvent un langage qui est marqué par la répétitivité, par l'envahissement de thématiques particulières et par le manque de réciprocité dans l'échange conversationnel. Voilà, c'est un peu dans son monde, quoi. Et donc, comme je le disais précédemment, attention, le degré de retard dans l'acquisition du langage n'est pas un indicateur du potentiel intellectuel de l'autiste. Donc, ce qui veut dire que ils peuvent être très intelligents, mais avoir beaucoup de mal à s'exprimer. Et vice-versa, d'ailleurs. Donc, ça, c'est à peu près les façons dont on pourrait définir les autistes. Voilà, il y aurait d'autres choses à rajouter sûrement, mais ce qui est aussi important de noter comme trait de caractère, c'est que l'autiste, il est pas influencé par le contexte général, et il est très focalisé. Et par exemple, il donne un exemple, c'est que dans la résolution de casse-tête, pour le résoudre, l'autiste, il va s'appuyer sur une petite partie, il va pas tenir compte de l'ensemble, alors que chez les personnes typiques, on a plutôt tendance à essayer d'avoir la vision globale avant de descendre dans le détail. Alors on nous parle aussi du syndrome Asperger. Au contraire de l'autisme, dans le syndrome Asperger, on n'a pas de retard sur le langage. Voire parfois même on a une hyperlaxie, c'est-à-dire les mecs ils arrivent à apprendre à lire tout seuls. En revanche, comme les autistes, le langage est marqué par la répétitivité, l'envahissement de thématiques particulières et le manque de réciprocité dans l'échange conversationnel. Voilà. L'Asperger, il a des difficultés dans les interactions sociales, de communication, il a aussi des comportements stéréotypés et des intérêts restreints, mais c'est moins marqué souvent que chez l'autiste. Et de ce fait, souvent, on remarque un peu plus tard, autour de 3-4 ans, alors que chez l'autiste, c'est plutôt avant les 3 ans, on remarque les problèmes. Les interactions sociales des autistes se caractérisent par un déficit de communication non verbale, un manque d'initiative et un manque de réponse aux interactions, un manque de réciprocité sociale et émotionnelle. Le contact visuel, il est souvent évité, voire même des fois absent. C'est-à-dire qu'ils ne vous regardent pas dans les yeux, les mecs, ils parlent dans leur coin. Et l'expression d'émotion est limitée, neutre, exagérée, au choix, et souvent pas assez dirigée vers l'interlocuteur. On voit chez les autistes des difficultés à décrypter les situations sociales complexes. Et c'est pour cela que parfois ils peuvent avoir des comportements déplacés, sans forcément le vouloir. Mais c'est parce qu'ils n'arrivent pas à saisir le contexte général, on en parlait tout à l'heure. L'enfant autiste semble agir en parallèle de son entourage. Il ne cherche pas à partager ses réussites, ses plaisirs, et il ne donne pas de réconfort. Ils utilisent peu les moyens de communication dans un but social. Pour eux, la communication, c'est avant tout exprimer des besoins et des intérêts. Et cette communication, comme elle exprime des besoins et des intérêts, elle est rarement réciproque. Et donc c'est pour ça que souvent ils jouent seuls, et qu'ils ne cherchent pas à inclure ni les autres, ni même à partager les choses qu'ils auraient remarquées. Par exemple, un enfant qui va voir un avion dans le ciel et qui va le pointer du doigt, les autistes ils font pas ça, parce qu'en fait ils ont la réciprocité n'existe pas ou elle est rarement mise en œuvre. Les échanges sont concrets et avec des informations réelles. Dès que les échanges sont plus abstraits, par exemple de l'humour, du sarcasme, du second degré et tout ça, les autistes ont du mal à les saisir. Et pour ceux d'entre eux qui manifestent un intérêt pour les interactions sociales, résultat, ils ont du mal à les décoder correctement. Ils vont tenir souvent compte d'éléments isolés, et pas de l'ensemble de la situation. C'est ce que je disais, voilà. Et donc ils ont du mal à ajuster leur comportement. Et donc effectivement, dans ce cadre-là, leur faire du second degré ou leur faire des blagues, c'est compliqué.
La communication des autistes, c'est des difficultés à initier le contact, des difficultés à répondre aux approches des autres enfants, des difficultés à jouer avec des autres enfants de manière coopérative, à respecter les règles du jeu, à interagir avec les adultes et à identifier les figures d'autorité. Voilà, tout ça, les autistes, ils ont du mal à le faire. Malheureusement pour eux d'ailleurs. Comme ils présentent également des particularités dans le traitement des informations sensorielles, on le disait tout à l'heure, un goût, toucher, ils sont très focalisés là-dessus. Pour les intégrer, les moduler et enregistrer les informations, il leur en découle des difficultés de conscience de soi, de conscience de l'environnement, de la conscience corporelle et d'autorégulation. Ils ont souvent du mal à faire la distinction entre les désirs, les intentions et les désirs et les intentions des autres. Ils ont donc du mal à apprendre et à reconnaître les émotions des autres, à faire de l'introspection évidemment, et évidemment à la fin à avoir de l'empathie pour l'autre. L'interaction avec l'environnement est donc un défi pour l'autiste, ce qui est à prendre en compte quand on va commencer à planifier des plans d'intervention, et là je parle dans la peau des médecins. Aussi, pour favoriser un comportement adapté chez l'enfant, il faut que l'entourage adapte sa communication. Souvent, les parents doivent deviner le message des autistes, alors qu'en plus, pour beaucoup d'entre eux, ils ne parlent pas beaucoup, voire pas du tout. Et comme pour ceux qui parlent, la communication tourne autour de leurs besoins et ou de leur intérêt personnel, et c'est pas quelque chose de facile à mettre en œuvre. Dans les comportements stéréotypés et les intérêts restreints, ils ont des objets et ou des thèmes de prédilection. Ça peut être une voiture, un personnage télévisuel, voilà. Mais en fait, ils ont une préoccupation persistante sur ces objets. Par exemple, dans les voitures, ça va être les roues. Ils vont être obsédés par les roues. La plupart du temps, ils préfèrent les jeux sensoriels, lumière, musique, avec des textures variées, qu'ils peuvent manipuler de façon répétitive. Comme on l'a expliqué précédemment, étant donné qu'il y en a qui sont très intelligents et qui sont très concentrés sur certains thèmes, ils peuvent être hyper pointus dans certains domaines. Et notamment les tâches perceptives, par exemple les casse-têtes ou le blind test, quoi, les reconnaissances musicales. Ils sont très faibles, très forts. Mais par contre, ils peuvent être faibles dans d'autres sujets, comme la compréhension ou la résolution de problèmes verbaux, ou de problèmes de résolution de jugement social. Voilà, ça, c'est clair, ils ont beaucoup plus de mal. L'intérêt restreint pour certains jeux ou certains thèmes correspond souvent à des pics d'habileté ou à des particularités perceptives qui peuvent même devenir des domaines d'expertise de l'enfant. Donc, les capacités spéciales sont souvent révélées par des intérêts de prédilection. Donc c'est ce qu'on disait, voilà, faire des casse-têtes, apprendre toutes les espèces de dinosaures, connaître par cœur les voitures. Donc ces intérêts restreints, c'est une mine d'informations pour les parents, pour les intervenants, pour aider au développement de l'enfant, pour éveiller ses intérêts et son apprentissage. Certains des enfants autistes ont des particularités sensorielles, on le mentionnait tout à l'heure, ils sont hyper ou hyposensibles, ce qui peut rendre l'environnement incohérent, imprévisible pour eux, et donc perturber leur adaptation. Et ce qui peut parfois expliquer les mouvements répétitifs et stéréotypés qu'ils ont, puisque en fait ça leur permet de se rassurer. Voilà, et globalement dans les intérêts restreints, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les autistes, ils ne jouent pas à faire semblant. Et quand ils font semblant, souvent c'est de manière un peu répétitive et un peu rigide. Voilà. Donc c'est la liberté de comportement est entravée par l'autisme pour les enfants, même si ça leur permet dans certains cas d'être très performants. Alors, quelle stratégie psychoéducative et intervention on peut proposer? Alors déjà, il y a une définition qu'on va donner. La psychoéducation s'intéresse à l'étude des difficultés d'adaptation dans une perspective de développement global. Pour intervenir, le professionnel utilise toujours le déroulé suivant: observer, comprendre, planifier, intervenir. Quoi qu'il arrive. Alors quand on planifie une stratégie d'intervention, évidemment, on rencontre des problèmes et on a des défis. Pour aider un enfant autiste, d'abord ce qu'il faut comprendre, c'est ses particularités. Et donc il faut adapter l'environnement, mais aussi son attitude envers lui. L'attitude de l'adulte est primordiale. Il faut se rappeler qu'un enfant autiste voit son anxiété augmenter plus vite qu'un enfant typique lorsque la situation est difficile. Et donc, les moments les plus difficiles à gérer pour les enfants autistes sont les moments les moins structurés.
Par exemple, une cour de récréation. Voilà, ça pour un enfant autiste, c'est plus compliqué qu'un service de garde où il est mis sur des rails. Un des seconds défis, c'est la création de situations intéressantes. Il faut arriver à en créer pour que l'enfant apprivoise l'interaction dans un contexte de plaisir. Quand l'enfant joue seul, l'adulte peut s'intégrer progressivement au jeu avec un nouvel objet, par exemple, une nouvelle voiture ou voilà, pour un gosse qui est focalisé sur les voitures, tu viens avec une nouvelle voiture. Découvrir l'intérêt de communiquer, c'est un enjeu primordial dans la stratégie d'intervention. Il faut pousser les enfants autistes à comprendre que communiquer avec l'autre est intéressant et est bénéfique pour eux. Donc ça peut passer carrément par un enseignement de quoi dire, comment le dire, en pratiquant les habiletés sociales sous forme de jeu de rôle. Par exemple, on va simuler l'entrée dans un magasin et voilà, tu fais apprendre par cœur, bonjour, merci, machin, combien, truc muche, je voudrais une baguette et machin. Ce qu'on fait tous avec nos enfants quelque part. Pour encourager le partage, l'adulte peut aussi favoriser les jeux en face à face ou à tour de rôle. Par exemple, quand on va jouer, on peut se lancer, un des jeux qui présente, c'est on se lance une balle et t'attrapes la balle et tu dois dire une couleur et ainsi de suite et ainsi de suite. Et comme ça permet à l'autiste d'apprendre à gérer l'attente, le tour de rôle et à comprendre les interactions. Donc c'est évidemment plus facile de réaliser cet enseignement à travers les capacités et les désirs de l'enfant qu'on aura observés. Voilà, si on voit qu'il aime les voitures, on peut passer par les voitures pour essayer de lui apprendre des choses. Si on voit qu'il aime la musique, même idée. Par contre, c'est aussi très important, si on veut pouvoir l'ouvrir, c'est de s'appuyer sur la participation d'autres enfants. Mais tout cela doit s'inscrire dans une routine. Il faut que l'enfant autiste se sente en sécurité. Il faut qu'il apprivoise la routine. Il faut qu'il apprivoise la situation. Et étant donné qu'il aura apprivoisé, il sera moins anxieux et il pourra plus se permettre de communiquer, d'aller vers un comportement typique. Le premier point dans le plan, c'est observer. Il faut définir le comportement problématique. Donc, le comportement problématique, il faut être précis dans la description. L'enfant casse, mord, crie, nanana. Et il faut identifier juste avant pour comprendre la raison de ce comportement comme conséquence. Voilà. Donc c'est une observation, c'est une action qui est observable et mesurable. L'antécédent n'est pas toujours facile à identifier. Surtout que, comme nous enseignent nos amis là, ils nous disent que ça peut être multifactoriel. Donc des fois tu vas faire un truc qui va pas mordre, des fois tu vas faire un autre truc qui va pas mordre, et puis un jour il va le faire, en fait tu auras fait plusieurs trucs en même temps, et c'est ça qui va provoquer un comportement inadapté. Il faut être attentif aux gestes et aux paroles habituelles de l'adulte qui peut maintenir voire amplifier le comportement problématique. Donc avant d'intervenir, il faut essayer d'identifier les antécédents et le sens du comportement de l'enfant. Quand il mord, est-ce qu'il cherche à exprimer un besoin ? Est-ce qu'il cherche à attirer l'attention ? Est-ce qu'il cherche à éviter une situation ? Le comportement problématique est fonctionnel pour l'enfant. Aussi, il ne va pas disparaître de lui-même. C'est pourquoi comprendre avant d'intervenir est essentiel. Et ça passe par une longue phase d'observation. Comprendre. Deuxième point. Donc, souvent, le jeu spontané des autistes se fait à travers la régularité perceptive. Donc on peut laisser aussi à disposition, comme ça dans la salle par exemple avec les autistes, différents jeux pour voir ce qu'interpelle l'enfant et comprendre et explorer ainsi ce qui le motive. Pour aider l'autiste à comprendre, il est important de décortiquer des situations relationnelles, mais aussi les informations non verbales. Donc là, les postures, les mimiques, les regards et puis l'intention des gestes. Voilà. Et on peut les relever et les nommer avec les adultes et avec les pairs, parce que ça c'est les gens avec qui ils travaillent. Souvent le comportement problématique, il est lié à un problème de communication, on en a parlé déjà plusieurs fois, mais il va servir à communiquer quelque chose, ce comportement problématique. Un inconfort physique, l'envie d'arrêter l'activité, un sentiment mal maîtrisé. Mais il peut aussi résulter d'une incompréhension que l'enfant essaie d'exprimer. Par exemple, tu lui donnes une consigne qu'il comprend pas ou il comprend pas le jeu qu'il faut faire, il peut avoir un comportement inadapté. Même chose dans les relations sociales. Souvent, le comportement problématique
peut résulter d'une erreur de décodage des informations de l'interaction sociale avec le tiers. C'est pourquoi nos amis recommandent souvent un support visuel. Ça, ils pensent que c'est une grande aide, que ce soit pour structurer la journée ou structurer l'espace. Par exemple, définir des zones de couleur au sol avec des tapis ou des trucs pour dire là t'as le droit de jouer, là tu mets tes chaussures, là on s'habille, voilà ça. Et pareil, un agenda par exemple de la journée qu'on peut mettre comme ça, qui permet de structurer et de donner une chronologie dans la journée à l'enfant. Et enfin, bien sûr, comportement qui renvoie à l'intervenant, donc les adultes, mais quand on donne une consigne, il faut que ce soit clair, concret, constant et cohérent. Voilà, ça c'est les 5 C. Une consigne, c'est les 5 C. Clair, concret, constant, cohérent et conséquent. 1, 2, 3, 4, 5. Et ben voilà, on est bon. Après avoir compris, on va planifier. Donc je le disais, voilà, il faut planifier les activités quotidiennes de l'enfant autiste avec un langage simple et précis. On peut utiliser des objets, des thèmes qu'il affectionne pour l'aider. Et aussi quelque chose qui est important, c'est que dans la planification, il ne faut pas trop attendre de sa socialisation. La perception étant clé à sa compréhension, il faut traduire les données de l'environnement pour les rendre signifiantes pour lui. On peut identifier 3 éléments dans cette planification. Temps, espace et matériel. Donc dans le temps, il faut essayer d'organiser le déroulé de la journée avec des images, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le support visuel, qui va permettre à l'enfant autiste de découper la journée et d'être rassuré dans la routine. D'accord ? Important de prévoir des activités autour des centres d'intérêt des autistes, évidemment pour aider au développement. Voilà, mais tous les enfants se développent dans une routine stable et prévisible. Donc il faut bien préparer l'autiste lorsqu'il y a un changement. Et là, on utilise bien la consigne que je donnais avant, les 5 C. Si on change quelque chose, faut que ce soit clair, cohérent, conséquent, constant et concret. Voilà, c'est très important. Quand on prend la deuxième dimension, qui est la dimension de l'espace, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, pareil, on organise l'espace de manière à ce que l'enfant puisse l'appréhender facilement. La couleur, mettre des bandes de couleurs, faire des choses de couleurs qui permettent à l'enfant d'identifier les zones et de les lier facilement à ce qu'il a le droit de faire ou pas le droit de faire avec les consignes claires en 5C, c'est une des manières d'organiser l'espace pour permettre à l'enfant autiste de se sentir mieux et d'avoir moins de comportements inadaptés. Et enfin, il souligne que le matériel, c'est très important. Dans l'idéal, le matériel qu'on va utiliser pour intervenir, il doit parler de lui-même. Donc là, j'en prenais des voitures. Une voiture, ça parle de lui-même. Et surtout, s'inspirer des centres d'intérêt de l'enfant. Mais si l'enfant, il a un intérêt pour des casse-têtes ou pour ce genre de choses, il faut arriver à trouver du matériel qui va lui parler sans que ce soit trop compliqué. Intervenir. Nous avons déjà évoqué les difficultés pour les autistes des fonctions exécutives, ce qui peut se traduire par un manque de capacité à reproduire spontanément un travail créatif, comme par exemple faire semblant ou participer à un jeu imaginaire. Ils peuvent avoir du mal à distinguer le réel de l'imaginaire, ou alors ne se préoccuper que des caractéristiques physiques d'un objet et pas de la symbolique. C'est pourquoi favoriser les jeux d'imitation est un travail intéressant, mais il faut faire attention à ne pas aller trop vite. Et si l'enfant montre de la rigidité, revenir à des choses plus simples. Le face-à-face, l'utilisation d'un miroir peuvent être de bonnes choses. On varie actions et règles du jeu au fur et à mesure pour que l'enfant soit de plus en plus spontané. On peut aussi créer des scénarios avec des figurines pour développer l'imaginaire de l'enfant. Dans les jeux de rôle, il faut utiliser des situations naturelles que l'enfant connaît, mais aussi utiliser des appuis visuels pour identifier le rôle de chacun. Par exemple, si on joue au boulanger, il y en a un qui met un chapeau de boulanger, vous voyez le truc. Les intervenants rencontrent souvent des échecs quand ils n'incluent pas des attraits à l'enfant autiste pour qu'il accepte les contraintes sociales. L'idéal étant d'utiliser les intérêts de l'enfant et de les inscrire dans un jeu original. Une fois que l'enfant a expérimenté plusieurs interactions, il est très important que l'adulte le mette en situation de prendre l'initiative. L'adulte est le moteur au départ, mais il faut que l'enfant puisse prendre le relais. Si on cherche par exemple à renforcer le chacun son tour, on peut aussi s'appuyer sur des jeux de société simples. Je disais tout à l'heure de lancer de balles et de prendre l'initiative, de chanter une chanson ou que sais-je. L'enfant doit pouvoir suivre les règles, mais aussi accepter le tour de rôle. Et dans cet enseignement,
Il faut que l'enfant soit capable de clore correctement l'échange. Souvent, les autistes arrêtent les échanges sans informer l'autre. Comme ils sont un peu comme ça leur coûte au niveau social, la communication sociale, ça leur coûte. Souvent, ils l'ont dit tout à l'heure, ils s'arrêtent ou ils partent sans rien dire. Et donc, c'est pas, il faut arriver à ce que l'autiste fasse la boucle complète. Enfin, lorsqu'on interpelle, il ne faut pas hésiter à associer l'interpellation à une information. Par exemple, un son d'objet ou une consigne pour habituer l'enfant à la recevoir. Intervenir pour le regard. Dans la partie sur la cognition sociale du livre, nous avons parlé des études qui démontrent le manque d'intérêt de l'autiste vers les aspects perceptifs de l'environnement. Forme, couleur, son. Aussi, pour l'aider, le contact visuel doit être développé. Et c'est une partie très importante, il souligne vraiment ça. Pourquoi ? Parce qu'il aide à mieux comprendre le langage non verbal de l'entourage, ce qui est une difficulté pour les enfants autistes. Il faut y aller progressivement, car pour l'enfant, il peut être difficile de combiner les modalités perceptives, exemple, le regard plus l'écoute. D'autant plus que les expressions du visage sont des informations qui sont complexes à traiter. Et donc, je crois que tout est dit. Il faut pousser les autistes à avoir un regard, à regarder en même temps que travailler le reste. C'est vraiment un mode pour eux de développement de leur faculté sociale. Certains des enfants autistes ont des particularités sensorielles. On l'a déjà dit, ils sont hyper ou hyposensibles. Ce qui peut rendre l'environnement incohérent, imprévisible et donc perturber leur adaptation. Ce raisonnement perceptif, notamment visuel, doit être utilisé pour contourner l'obstacle langagier. Par ailleurs, on peut aussi utiliser les centres d'intérêt des autistes pour favoriser leur apprentissage, car ce raisonnement perceptif permet d'expliquer leur attirance forte vers certaines classes d'objets. Il faut que l'habileté à regarder soit faite dans le plaisir, sans forcer l'enfant. Un contact visuel bref peut être suffisant. Ce qui compte, c'est vraiment le signe, le mouvement. Par exemple, on peut commencer en faisant une activité aimée par l'enfant, un jeu de poursuite ou un jeu de ballon, l'interrompre et attendre que l'enfant, à travers un bref regard, transmette l'information de vouloir reprendre le jeu. Donc c'est vraiment un enjeu, le contact visuel. On peut faire pareil avec un objet convoité par l'enfant pour qu'il associe contact visuel avec autrui et plaisir. Mais bien sûr, on ne fait pas de chantage. Intervenir le langage. L'adulte doit ajuster sa communication en vérifiant la disponibilité de l'enfant, se mettre à sa hauteur, soutenir le message avec un support visuel, mettre l'accent sur les mots importants. Demander une chose à la fois, donner des consignes simples, les 5 C, et pour les nouvelles consignes, faire une démonstration. Chez les enfants non-verbaux, c'est-à-dire les autistes qui ont vraiment des gros problèmes de langage, on peut utiliser les gestes. Cela ne remplace pas les mots, mais permet à l'enfant une représentation concrète d'une action ou d'un objet. Lorsque l'enfant utilise le geste, l'adulte doit l'accompagner en prononçant le mot lié au geste. Il y a les gestes naturels et ceux liés au répertoire des mains animées. Pousser à verbaliser doit rester un objectif. On peut encourager l'enfant avec des objets ou des images et en parlant avec un débit faible pour qu'il fasse le lien. On peut aussi le pousser à imiter des cris d'animaux afin qu'il prenne plaisir à verbaliser, que ça soit un jeu. Il faut nommer l'action qu'on exécute pour que l'enfant assimile progressivement le mot à la réalité qu'il désigne. Au début, il faut encourager la tentative de communication verbale et l'associer avec une réussite en accueillant avec enthousiasme toute tentative. Si l'enfant est réceptif et cherche à répéter les mots de l'adulte et à s'exprimer davantage, on peut l'aider en nommant les objets, en verbalisant les actions, mais aussi en verbalisant les émotions en temps réel. Par exemple, je coupe les carottes. Voilà, ça c'est commenter les actions, ça. Ou les trucs qu'on aime bien. J'aime le gâteau. J'aime manger du gâteau. Si l'enfant fait de l'écolalie, c'est-à-dire le fait de répéter ce qu'il entend, en gros, il va vous répondre, vous lui dites comment ça va, il vous répond comment ça va. Si l'enfant fait de l'écolalie avec du contexte, on peut s'en servir pour décrire la situation réelle. Par exemple, oh regarde la visite d'un aquarium, c'est comme dans Nemo, comme le dessin animé de l'autre là. Si c'est hors contexte, dans ce cas-là, mieux vaut ne pas y faire attention pour ne pas aggraver la situation. Que l'enfant soit compris et qu'on donne un sens à sa parole, ça aide l'enfant.
Si dans les exercices précédents, nous avons un interlocuteur toujours disponible, il faut que l'enfant apprenne à vérifier ce paramètre de la relation. Par exemple, les codes «maman parle déjà avec quelqu'un» doivent être enseignés, car ils ne sont pas innés pour l'autiste. On peut essayer d'en faire un jeu en faisant exprès d'être occupé. Par exemple, je regarde le plafond, je tourne le dos s'il me parle au mauvais moment, pour pousser l'enfant à formuler une demande complète. Vérifier si maman est disponible, sinon lui tapoter la main pour établir le contact visuel, puis formuler la demande. Hein. Donc c'est vraiment de la formalisation des relations sociales. Et enfin, évidemment, on peut toujours s'aider d'images. Hein, on se rappelle, c'est important pour les autistes, hein, l'aspect visuel. La vie en collectivité, donc les habiletés sociales, sont souvent apprises de manière rigide par l'enfant. Aussi, il faut varier les formulations pour favoriser la spontanéité. Dans ce cadre, la question de l'intégration d'un enfant autiste à un service de garde périscolaire se pose. Plusieurs éléments sont à prendre en compte. Le premier élément, c'est le sens qu'aura la fréquentation de ce service de garde par l'enfant. Si l'autiste est demandeur, c'est bien, mais s'il ressent que la participation à un groupe est une agression, alors c'est à éviter. Une intégration doit être planifiée, bien discutée avec toutes les parties, parents, gestionnaires, éducateurs. On peut évidemment s'appuyer sur un accompagnant adulte qui va suivre l'enfant autiste. On peut aussi s'appuyer en plus sur un enfant partenaire. Par exemple, un enfant qui est un peu plus vieux, comme ça propose un modèle rassurant, ou un enfant qui est très habile, qui a de bonnes habiletés sociales, hein, donc qui va le pousser à discuter, à faire du contact et à bien comprendre les besoins de l'autiste. On peut aussi proposer de faire ça avec un enfant plus jeune. Voilà, ça permet peut-être à l'autiste en étant plus grand de renforcer son estime de soi. Donc ça reste à évaluer. Enfin, on peut aussi intégrer à des sous-groupes avec un projet, dès que cela est possible, tout en définissant clairement le rôle de l'autiste dans le groupe et le thème du groupe de manière collective. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le travail d'équipe, ça renforce la confiance. Donc l'enfant autiste, lui, il a tendance à envahir l'espace des autres et à leur dicter leur conduite. Donc dans un groupe, c'est très important qu'il y ait un adulte et qu'il soit là pour rappeler le rôle de chacun et de définir l'espace correctement pour aider au respect. Pour la résolution de conflits, l'adulte peut enseigner à l'enfant comment réagir en fonction de certains indices sociaux, en priorité, les émotions des autres, évidemment. Alors si on doit risquer un premier commentaire, déjà premièrement, c'est le premier commentaire que je voudrais donner, c'est respect aux gens qui travaillent dans ce milieu et avec ces enfants-là. Respect au travail pluridisciplinaire. Je rappelle que pour pouvoir encadrer des autistes, là on a des psycho-éducateurs, des psycho-éducatrices qui nous parlent, mais c'est des travails complets, avec des médecins, avec des assistantes sociales, avec des psychomotriciens, des orthophonistes, des art-thérapeutes, des psychologues. Et donc, voilà, à travers cette vidéo, je voulais rendre hommage aux gens qui font ce travail-là auprès de ces enfants-là, parce qu'il faut des belles épaules, il faut un dos costaud, il faut pouvoir prendre du recul, et donc on a envie de dire bravo et respect. Le second commentaire qu'on peut faire, c'est que finalement, les autistes, c'est des enfants comme les autres. Quand on lit ce livre, on se rend compte que les conseils qui sont fournis dedans, ça correspond à n'importe quel enfant. Moi j'en ai plusieurs fois je me suis dit c'est ce que je fais ou c'est ce qu'il faudrait faire avec mes enfants. Alors évidemment, un enfant autiste, c'est un traitement particulier, que ce soit en termes d'approche, en termes de vitesse d'apprentissage, mais globalement, l'approche d'un enfant autiste, les conseils qu'ils fournissent dans ce livre, en fait, ça marche aussi pour les non-autistes. Nous, on a fait aussi un découpage de la journée, ce genre de choses. Alors, et évidemment, je dis ça pour les parents qui vont écouter ça et qui ont des enfants autistes, ils vont me dire non, c'est pas pareil, et je les rejoins, on est d'accord, c'est pas pareil, mais ce que je veux dire par là, dans ce commentaire, c'est qu'il faut pas oublier non plus que les enfants autistes, avec toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir, ils restent des enfants. Et c'est comme ça qu'on doit les approcher, qu'on doit leur tendre la main, quelle que soit l'attitude qu'ils peuvent avoir, qui parfois peut être extrêmement compliquée à gérer.
Enfin, le dernier commentaire qu'on peut faire, c'est sur le livre, c'est qu'il met en lumière le fait que on doit s'adapter de manière assez précise et de manière extrêmement individualisée aux enfants autistes pour qu'ils puissent intégrer la société dans les meilleures conditions et pour qu'ils puissent vivre une vie digne, la meilleure qu'ils puissent, et que quelque part on accepte cet handicap dans la société. Quand on parle de handicap, c'est vrai que c'est souvent compliqué parce que le handicap, c'est quelque chose qui est très large. Et un autiste, quand vous le voyez marcher dans la rue, on n'a pas forcément conscience immédiatement qu'il est handicapé ou en situation de handicap, comme qui dirait. C'est pas la même chose qu'un mec en fauteuil roulant. Et donc le traitement des autistes dans la société est, je pense, au même titre que celui des personnes en situation de handicap ou des handicapés. Je ne saurais pas trop comment dire parce que je ne veux pas faire mon mec woke bizarre. Est un indicateur de développement humain. Et malheureusement, ce qu'on peut constater, c'est que dans notre pays aujourd'hui, on est à la ramasse. Voilà. Donc ça, vous pourrez aller sur le net, je pourrais mettre de nombreux articles, hein, mais effectivement, en termes de scolarisation, par exemple, là on voit, hein, 20 à 35% des enfants autistes seraient scolarisés en France. Il n'y a même pas d'études sérieuses sur le nombre de personnes, et on considère qu'il n'y en a que 1 sur 3 qui va à l'école. Donc, on voit bien ici les limites du système dans lequel on vit, et de ce que nous propose, j'ai envie de dire, l'éducation nationale républicaine, avec ce formalisme complet. Et si on y va, quand on parle des adultes, bah, c'est la même chose, hein, parce qu'en fait, on a beaucoup parlé des enfants dans le livre, mais il y a aussi le problème des adultes, et avoir une place en foyer, c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses qui sont compliquées, et qui nous indiquent quelque chose de notre société, qui nous parle. Ne pas pouvoir s'occuper correctement d'enfants de 0 à 10 ans, ne pas pouvoir les accompagner correctement parce qu'ils ont des troubles développementaux, là, des TED là, ou TND, là. C'est pas normal, c'est pas acceptable, et ça doit retracer et redessiner certaines de nos priorités quant à la répartition du budget national. Et il est vrai que le problème, c'est aussi un manque de mobilisation, un manque de volonté, et puis un manque de médiatisation, de mise en avant du problème. Je veux dire, qui parle des autistes ? Qui en parle ? Donc voilà. On se rappelle que plus on sera inclusif, et plus on arrivera à gérer ces enfants-là, plus ça montrera que notre société, elle progresse. Voilà, c'est un indicateur, ne pas l'oublier. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était une petite vidéo sur un petit livre pour un sujet qui me tenait à cœur, que je connais bien de loin, malheureusement, enfin pas malheureusement d'ailleurs, mais que je connais bien de loin, étant donné que ma femme, comme je le disais, elle a été professionnelle, elle a travaillé avec des enfants autistes pendant plusieurs années à l'hôpital. Voilà, on terminera simplement cette vidéo pour rappeler et pour dire bravo encore, et pour rappeler tout le respect qu'on peut avoir aux gens qui travaillent au quotidien avec ces enfants-là, et pour envoyer tout notre courage, tout notre respect et tout notre amour et toutes nos prières pour les parents aussi de ces enfants-là qui au quotidien les suivent et les encadrent. Alors on pense à vous, et on tenait à vous rendre hommage à travers cette vidéo sur ma petite chaîne YouTube artisanale. Je vous embrasse tous, à bientôt. On était le 2 octobre 2025 et je vous souhaite une bonne journée.